on va donner la parole à un médecin, justement, qui va nous parler aussi un grand médecin de renommée internationale, qui va nous parler de médecine génomique personnalisée en cancérologie. Et c'est un peu votre propos, parce que le diagnostic génomique au niveau de la tumeur et au niveau de l'autre, c'est-à-dire le patient, en fin de compte, va ouvrir une boîte de Pandore et va complètement modifier la filière de prise en charge. Tout ça va se complexifier. Comment tout ça va s'organiser dans les années à venir? Alors, avant de parler de l'avenir, parlons d'aujourd'hui déjà, puisqu'il y a une éruption en fait de la médecine génomique dans la prise en charge des patients atteints de cancer. Parlez bien devant le micro. Pardon. Le premier point, ce que nous ont appris les 10 dernières années, c'est que en fait, le cancer est une maladie extrêmement rare, dans le sens où chaque patient a sa propre tumeur qui est différente même si c'est le même type histologique, même si c'est le même organe qui est touché, qui est complètement différente de celle d'un patient voisin. Et donc cette caractérisation génomique nous dit qu'a priori le traitement ne devrait pas être le même ou devrait être spécifique de la tumeur et d'un type particulier de tumeur. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour les cancers fréquents. On démembre de plus en plus les cancers fréquents en sous-groupes moléculaires qui sont différents. Et puis intervient une notion supplémentaire qui est finalement, quand on caractérise une tumeur, on est obligé quelque part de caractériser le génome de l'individu qui porte cette tumeur. Ce qui amène en fait à modifier finalement un concept initial qui était de dire on s'occupe du patient et de sa maladie. Et finalement, le fait de faire cette démarche entraîne une connaissance, on va dire, du patrimoine génétique de l'individu qui intéresse non seulement l'individu, mais qui a des implications vis-à-vis de sa famille, ce qui change complètement le concept qu'on avait jusqu'à maintenant. Finalement, c'est plus mon cancer, c'est le cancer de ma famille, quelque part. Je généralise et je caricature volontairement. Mais même si on veut réserver et préserver, on va dire, l'individu, on est obligé quelque part d'impliquer sa famille. Et même si on ne fait pas de génomique, puisque maintenant il y a des thérapies particulières qui marchent, qui sont efficaces, uniquement si on est porteur d'une altération génétique constitutionnelle dans le traitement de son cancer. Ce qui fait que même si on ne veut pas savoir, en fait, finalement, si on reçoit le traitement, c'est qu'on est atteint de cette pathologie, ou on a une très forte probabilité d'être atteint d'une pathologie germinale, c'est-à-dire transmissible à ses enfants. Donc finalement, on rentre dans un élargissement du concept de traitement d'un individu. Ça, c'est à mon avis une des modifications majeures qui implique en fait l'ensemble des gens qui vont prendre en charge non seulement le cancérologue, mais finalement le médecin traitant, le médecin de famille, en fait, qui prend tout son sens dans ce développement. Autre modification, finalement, on va regarder le génome constitutionnel pour pouvoir interpréter le génome tumoral, et on va s'apercevoir qu'il y a des polymorphismes, pas des mutations, simplement des polymorphismes qui font qu'on est tous différents les uns des autres et que nos réactions vis-à-vis des médicaments, antihypertenseurs, hypocholestérolémiants, je ne sais quoi, eh bien on va se mettre tout d'un coup à découvrir pourquoi on a des effets secondaires. Parce qu'en fait, ils sont en partie conditionnés par un patrimoine génétique différent. Donc finalement, ça a plein de conséquences qui vont au-delà même du cancer ou de la prédisposition au cancer, mais qui vont à l'accident thérapeutique potentiel si tout d'un coup je rencontre un médicament pour lequel j'ai un patrimoine génétique déficient, un métabolisme déficient qui fait que je vais faire un accident secondaire. Donc en fait, ça complexifie encore, il va falloir interpréter. Ça, c'est le premier grand changement. Le deuxième grand changement, c'est que finalement, la connaissance d'un individu enrichit la connaissance que j'ai de la maladie et de la réponse thérapeutique de l'ensemble de la population. C'est-à-dire que chaque donnée individuelle, j'ai une altération génétique spécifique, je réponds au traitement, je suis un cas. Si je multiplie ce nombre d'altérations, enfin cette combinaison d'altérations qui fait que je vais répondre à un traitement spécifique, s'il y a un autre individu dans le monde qui a quelque chose qui ressemble à ce que j'ai,
finalement, on a la réponse thérapeutique. C'est un peu ce que vous disiez sur la modification des essais thérapeutiques. On n'a pas besoin de randomiser 3000 patients quand on a un médicament qui marche dans 100% des cas, quand on a une combinaison d'altérations génétiques particulières. Donc en fait, on est là aussi dans un concept qui est très... je finis si je suis trop long. Finalement, c'est qu'on est dans une frontière qui est extrêmement difficile, c'est celle du soin et de la recherche. Le jour où je caractérise une tumeur pour préconiser un traitement anticancéreux, je rends ce diagnostic. L'instant d'après, j'ai fini de rendre le diagnostic, cet acte diagnostique devient quelque part de la recherche. Parce que j'accumule forcément de la connaissance, même sans le vouloir, entre guillemets. Et donc cet objet, ce diagnostic-là, est en fait un objet qui va servir à la recherche forcément. On ne pourra pas, ou alors si on voulait le faire, ce serait un coût phénoménal pour la société, s'empêcher de regarder cet objet diagnostique comme un objet de recherche quelque part. Et ça pose donc des problèmes éthiques qu'il faut discuter ouvertement avec les patients, parce que quelque part, c'est un enjeu de société pour améliorer l'efficacité des traitements anticancéreux. Ça va être vrai pour d'autres pathologies. Le cancer est un peu en avance, probablement par un défaut thérapeutique majeur. Voilà, je pense que ce que je voulais dire sur les... Merci. Merci beaucoup. Pour faire le lien entre les deux dernières interventions, là, ce qui est tout à fait passionnant aussi dans ce que vous dites, c'est l'évolution, effectivement, de l'environnement des essais, de leur nature même et de la façon dont ils se déroulent et qui ils concernent. Or, c'est vrai que la question souvent des libéraux par rapport au monde universitaire, c'est souvent un éloignement dans la vie professionnelle. Alors que, justement, par les cohortes, on avait réussi, dans certains cas, à rapprocher les médecins généralistes, notamment, de l'université, en quelque sorte. Est-ce que ce que vous dites, mais dans la dernière intervention, je sens qu'il n'y a pas forcément un grand écart et qu'on pourrait très facilement passer de cet aspect plus épidémiologique à un aspect peut-être plus scientifique, en changeant un tout petit peu les paradigmes des conditions de la recherche. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Moi, je pense que la connaissance qu'on accumule sur un patrimoine génétique, puisqu'il sera fait une fois a priori de patrimoine génétique, donc je ne sais pas moi, dans 25 ans, mais a priori ça ne change pas. On va accumuler des données qui vont être forcément stockées quelque part, ça, on n'en a pas parlé, mais ça sera stocké quelque part, et que l'accès devra se faire de manière réglementée, et à mon avis, les médecins sont ceux qui pourront avoir accès et devront avoir accès à ces informations, qui devront être réinterprétées, je dirais, en fonction de l'accumulation des connaissances progressives au cours de la vie d'un individu. Et après, quelque part, il y a un problème de transmission au sein de la famille et que finalement, on aura identifié un certain nombre de pathologies, de prédispositions. Donc on rentre dans une médecine préventive. On y rentre forcément quelque part par l'accumulation des connaissances qu'on va avoir par le biais de cette fameuse caractérisation des tumeurs. Et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière sur la caractérisation des tumeurs qui seront un enjeu important du traitement. Et ce que vous dites aussi, et ce qui est important, peut-être que vous le détaillez, c'est le recueil des prélèvements pour le séquençage du génome, l'analyse de cela, le traitement des données recueillies. Donc il y aura des nouveaux métiers, il y aura des biostatisticiens, il y aura des informaticiens. Et quand ça arrivera chez le médecin généraliste, est-ce qu'il aura un résumé simple ou est-ce qu'il faudra qu'il ait un compte-rendu de biostatisticien comme avant on regardait la radiologie, maintenant on lit les comptes rendus de scanner. De façon à mon avis, très pragmatique, c'est le médecin libéral qui voit le patient atteint d'un cancer, fait les premiers prélèvements. Les prélèvements ne sont pas forcément faits dans le cadre hospitalier, n'auront pas besoin d'être faits forcément dans un cadre hospitalier. Ça nécessite probablement une chaîne de prélèvement ou une infrastructure un peu plus lourde que celle qu'on a actuellement, de l'améliorer, de sensibiliser à l'importance d'avoir suffisamment de tissus. Tout ça, c'est effectivement, ça impacte, je dirais, la pratique de la médecine. Toute l'organisation de la médecine, oui. Patrick ? Très rapidement, alors comment vois-tu cette évolution qui est, tu le dis, inéluctable,
On est déjà dans la médecine des ce qu'on dit des 4 P, avec les ingénieurs qui sont de plus en plus présents. C'est quoi la place du médecin d'aujourd'hui? Comment doit-il évoluer? Comment tu le vois? Parce que c'est aujourd'hui la médecine des 4 P. Si on prend l'exemple des essais thérapeutiques, le changement d'essais thérapeutiques que je vois, que je perçois, c'est finalement, je testerai Google contre l'X dans un algorithme de décision thérapeutique. Finalement, c'est ça. On va développer des médicaments. On va encore développer pendant 20, 30 ans des médicaments. Ces médicaments seront assez spécifiques d'une tumeur. Alors après, il va falloir développer des algorithmes pour savoir comment on les combine en fonction de la combinatoire des altérations du micro-environnement, de l'immunité, etc. Tout ce qu'on veut. Mais ça reste quand même, quelque part, finalement, c'est quel est celui qui va avoir le meilleur algorithme. Donc finalement, c'est changer le concept de l'essai thérapeutique. Mais finalement, la décision, c'est une décision médicale. Donc le médecin reste dans sa position dans laquelle il est aujourd'hui, de décision, de choix, de construction, de mise en concurrence, enfin tout ce qu'on veut. Moi, on va guérir probablement, mais on continuera de mourir. Donc, ça c'est sûr. Oui. Alors, X Google, alors qui gagne? X ou Google alors? C'est pas cette question-là que je voulais répondre. Juste rajouter, on est très en phase avec, je crois, avec M. Ruy. Et c'est effectivement pour ça que je dis, c'est important pour vous parce que votre métier peut changer juste dans ces années. C'est-à-dire que soit chaque patient devient un objet de recherche et effectivement il risque de vous échapper, soit au contraire vous arrivez à garder le lien avec les chercheurs et à rapatrier le patient dans vos cabinets. Alors il y a un facteur aussi qui peut vous aider à ça, c'est que le patient il est très souvent polypathologique, hein, surtout avec nos sujets âgés, et que donc il y a un spécialiste qui saura traiter une partie de sa pathologie, et puis alors bon, il est polypathologique peut-être parce qu'il y a une cause unique de ces polypathologies, mais il y a quand même une prise en charge un peu holistique du patient qui, je pense, vous reviendra. Question, commentaire, non Voilà. Martial Olivier Corrette, médecin généraliste, président du RPS. Oui, on arrive dans le sujet intéressant. On a un algorithme avec de l'intelligence artificielle qui nous apporte beaucoup, dont acte. Mais la décision médicale, ce n'est pas appliquer cet algorithme, c'est appliquer cet algorithme à ce malade. Et ce malade, lui, a des attentes particulières et une situation particulière, parce que moi, je ne sais pas pourquoi les miens, ils n'ont jamais eu un seul problème, ils en ont toujours plusieurs. Comme ça. Et donc, la situation devient extrêmement délicate, et lorsque M. Babuzio dit qu'il faut transparence, je souscris complètement, régulation, et le sujet, alors, il devient qui va avoir l'autorité, la légitimité pour dire que l'application de cet algorithme, notre décision médicale, celle de l'individu à un moment T, est légitime par rapport aux besoins du patient ou par rapport à l'ensemble de l'évolution de la connaissance ou des choix qu'a fait la société à un moment donné par rapport à la prise en charge de la maladie. Donc qui a l'autorité, qui a la légitimité pour le faire? Si c'est Google ou les médias, on connaît le résultat, hein, il n'y aura plus de médecins et on sera tous pendus. Et la réponse est dans la question, c'est le médecin alors pour vous, Martial. C'est le malade. Oui. Rémi Seba, secrétaire de l'URPS PACA. Je voulais revenir sur les 3 interventions de cette table ronde, sur les données de santé et sur l'espérance qu'on aille vers une plus grande responsabilisation j'ai entendu du patient, mais moi je dirais de la personne humaine, c'est-à-dire qu'on ne parle pas forcément des patients, on parle de la population en général, et puis la responsabilisation des médecins aussi. Si on parle de la médecine dans 10 ans, je suis très inquiet de savoir ce qui va se passer parce que depuis les recommandations grâce aux efforts inconsidérés de quelqu'un de la salle qui a lancé l'ANDEM avec les recommandations de bonne pratique et les référentiels donc, qui est là, Yves Matillon, et on le remercie, on en est encore aujourd'hui à se
poser des questions de savoir comment on va récupérer nos données de santé. Heureusement que nous, libéraux, nous avons créé l'ISPL, mais ce n'est pas suffisant. Et lorsqu'on fait des études pour avoir la restitution des profils de prescription des médecins libéraux, on doit passer par la sécurité sociale, par le service médical de l'assurance maladie, et avec des grandes difficultés, parce que par exemple en PACA, nous avons de très nombreux projets sur des indicateurs de prescription, et nous devons négocier pied à pied avec l'assurance maladie pour avoir la restitution des profils de prescription, ce qui serait quand même logique, puisqu'on applique des recommandations, des référentiels de bonne pratique, et nous n'avons pas les moyens de pouvoir au jour le jour vérifier que nos prescriptions, où on en est de nos prescriptions. Donc je m'inquiète beaucoup sur les données de santé, sur la responsabilisation des médecins et donc forcément sur la responsabilisation du patient et surtout de la personne humaine, j'insiste. Quand on en vient aux études, pour avoir organisé un congrès de santé-environnement à Marseille les 6 et 7 décembre 2013, et pour avoir parlé des bactéries multirésistantes et les problèmes des antibiotiques, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui bloque dans l'évolution du système de santé pour que, dans la mesure où on nous dit, c'est écrit partout, que nous n'aurons pas de nouveaux antibiotiques dans les 10 ans, donc là c'est dans 2015, hein, on parle de 2015, qu'est-ce qui fait que les études qui ont été faites sous la main par des techniques telles que les phages, pour ne pas les citer, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas avoir accès aux protocoles qui ont été lancés? On propose à des patients qui ont des infections nosocomiales majeures avec risque d'amputation et désarticulation du membre inférieur, eh bien on ne peut pas avoir accès à ces protocoles. On nous propose de partir en Russie ou ailleurs. Qu'est-ce qui fait que dans le système de santé, on ne puisse pas avoir plus de transparence et plus de possibilités? Voilà, la question est posée. Monsieur Babusio. Yves Matignon de l'ANDEM. Vous êtes à l'ANDEM, hein, c'est ça? Je suis vraiment désolé parce que j'ai beaucoup de cheveux blancs, c'est pour ça que je peux me permettre de vous dire ce que je vais vous dire. Quand je vous ai mis Karabatic pour la dernière photo, c'est pas pour rigoler. Il y a un truc que les anglo-saxons, et ça le problème de fond, on en a discuté à multiples reprises, c'est un problème culturel. Ils appellent ça les rules of the game. Quelles sont les règles du jeu? Vous pouvez prendre un ballon, là encore, si vous voulez jouer à un jeu différent, la finalité différente, ça ne marchera pas. Donc il faut fixer le rôle des acteurs et il faut fixer les règles du jeu. Donc c'est simple, facile à faire. Voilà. C'est peut-être le temps de passer la parole à l'industrie. Non, est-ce que peut-être non, personne ne veut réagir à ce problème d'évolution, non? Non. Alors, juste peut-être une dernière question aux cancérologues. En cancérologie, il y a 15 ou 20 ans, c'est la discipline qui a la première normalisé un peu son activité avec les standards. Et là, vous nous annoncez finalement une individualisation, pour reprendre une individualisation des traitements et des diagnostics absolument fantastique. Comment est-ce que la profession, métier et tout ça, à l'aune du fait que le premier reçu à l'ECN, si j'ai bien compris, a choisi l'oncologie cette année voilà, c'était dans le quotidien d'hier, je crois. Voilà. Et donc, vous pouvez être fiers d'ailleurs. Oui, ce qui prouve, je ne sais pas ce que ça prouve du reste. Ça prouve rien du tout. Je ne sais pas ce que ça prouve. Des fois, les choix sont des choix personnels d'histoire. Pour ce qui est alors de votre question, maintenant, oui, du changement, oui, effectivement, ça va être compliqué. Merci de votre réponse. Ça va être compliqué parce c'est le même problème qui était évoqué par le monsieur qui était de PACA, c'est ça voilà. Marseille, oui. Marseille, c'est qu'en fait, on se retrouve à savoir qu'un médicament va marcher pour une indication, parce qu'il y a une diffusion des connaissances, il y a les congrès, ça arrive très vite. Maintenant, avec ce raffinement de classification moléculaire, on a des efficacités de traitement à 80% qui ont été montrées, on sait maintenant l'anticipation, on a des essais de phase 2 qui permettent d'enregistrer un médicament, et donc on identifie des altérations moléculaires chez des patients dont on sait que le traitement existe éventuellement dans une autre localisation tumorale pour laquelle il n'y a pas d'AMM.
Et donc on se retrouve dans la même confrontation d'avoir accès à ces molécules parce qu'on sait que ça va marcher. Et l'INCa nous aide, hein, parce qu'on commence à faire des essais un peu qu'on appelle basket, mais qu'on pourrait appeler panier, qui permettent d'aller plus vite. Donc il y a là aussi un changement culturel à faire sur la façon dont on peut avoir accès à ces molécules, parce que les patients le savent. Je veux dire, les patients le savent, ils lisent les journaux qui relatent l'ASCO et ils savent que si on a telle altération et qu'on reçoit tel médicament, on a 80% de réponse avec une survie médiane qui est augmentée. Donc tout ça se sait et il y a une pression médiatique. Donc il faut répondre à ça. On demande tous les jours des autorisations qui sont refusées. Mais le traitement du cancer, quand même, devient de plus en plus compliqué, quand même, sans qu'il y ait des guidelines, des recommandations. Je dirais pas que le traitement devient plus compliqué, puisque... Non, le choix des molécules, ça devient très compliqué, parce que... Ça peut devenir plus compliqué, mais globalement, ce qui est compliqué, c'est d'avoir accès à la bonne molécule, rapidement. Exactement. Merci. Ça incite peut-être à ce que les CHU, les CLCC, peut-être les centres privés de cancéro travaillent mieux ensemble. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Il y a une effervescence de la recherche et des progrès techniques absolument extraordinaire.